The better part of the man is soon plowed into the soil for compost. By a seeming fate, commonly called necessity, they are employed, as it says in an old book. Bienvenue dans un format inhabituel où je vais vous parler de livres. Plutôt qu'une chronique classique, je vais vous raconter comment 3 livres sont arrivés entre mes mains et ce qui m'ont apporté à moi, lectrice avide, de nouvelles découvertes. Ces 3 livres, ce sont Les Oiseaux du Temps, La Mer de la Tranquillité et les 2 tomes d'Histoire de moines et de robots. 3 livres du domaine de l'imaginaire et plus spécifiquement d'une nouvelle génération d'auteurs et d'autrices dans ce registre littéraire. Je vais rapidement vous les présenter et vous dire en fin d'épisode comment ils sont liés entre eux par une belle connexion. Et petite nouveauté, nous allons passer un moment à échanger avec 2 lectrices éclairées qui sont Émilie de Stephen King France et Corée du podcast Choix-Pitre. J'en profite pour dire que ce podcast est un podcast du label Podcut, dont je vous mettrai tous les liens dans la description. Les 3 livres. Les Oiseaux du Temps d'Amar El-Mottar et Max Gladstone, traduction de Julia Bétan, paru aux éditions de Nemos. La Mer de la Tranquillité d'Émilie Saint-John Mandel, traduction de Gérard de Chergé, paru aux éditions Rivage. Histoire de moines et de robots, tome 1, un psaume pour les recyclés sauvages. Tome 2, une prière pour les signes timides de Becky Chambers, traduction de Marie Surgé, paru aux éditions La Talente. Les Oiseaux du Temps, c'est une histoire d'amour et de voyage dans le temps. C'est un petit peu difficile d'imaginer qu'on puisse innover sur ces sujets en 2024, encore plus avec un roman épistolaire. Eh bien, au résultat, c'est juste l'une des plus belles histoires d'amour que je n'ai jamais lues et un sublime roman de science-fiction. C'est un roman court qui relate les échanges de rouge et bleu, 2 guerrières ou agentes secrètes qui voyagent dans le temps. Elles se laissent des messages codés à travers les âges et les événements qu'elles traversent et provoquent. Des messages lisibles et compréhensibles d'elles seules, du moins, c'est ce qu'elles pensent. Je n'en dirai pas plus sur le sujet, la manière dont il est traité. Je me contenterai de dire que les auteuristes ont construit une histoire magistrale d'une cohérence philosophique vertigineuse. Ce qui est frappant, c'est cette harmonie dans l'écriture à 4 mains. Les styles se répondent, les lettres sont un véritable régal à la fois romantique et épique. Les grands thèmes sont, comme je le disais, parfaitement assemblés et posent un regard philosophique sur l'existence, le destin et l'amour. Rien que ça, c'est pas gnangnan une seconde, c'est hyper puissant et inspirant. La Mer de la Tranquillité, c'est encore une histoire de voyage dans le temps. Ici, il est question d'une curieuse mélodie entendue dans une forêt bien précise, dans un lieu bien précis, au nord de l'île de Vancouver. S'agit-il d'une hallucination ou d'un phénomène paranormal ? L'histoire nous le dira en se concentrant sur des trajectoires humaines bien différentes à des époques bien différentes. Le style d'Émilie Saint-John Mandel épouse les profils psychologiques avec une grande aisance. Par moments, j'avais plus l'impression de lire un roman social, l'un de ces livres qui retrace des vies ou des pans de vie en s'attardant sur la psychologie des personnages et ce qu'ils vivent. Quelle que soit l'époque abordée, l'autrice parvient à faire ressortir la singularité des instants. J'ai beaucoup aimé cet aspect qui est l'un des gros points forts du roman pour moi. On s'identifie facilement aux personnages et à ce qu'ils vivent sans se soucier de l'époque et de ses détails. Là aussi, parfaitement dosé. Là aussi, on ne tombe jamais dans le kitsch. Le rythme de l'intrigue est très bien géré, très maîtrisé. Si le livre est prenant dès les premières pages, il l'est encore plus au fil des chapitres. L'autrice resserre l'étau pour finir sur un feu d'artifice, là aussi profondément philosophique tout en restant très cohérent. C'est imagé, intelligent, fluide. Son unique défaut est qu'il se lit beaucoup trop vite. Dans les histoires de moines et de robots, il n'est pas question à proprement parler de voyage dans le temps, mais il est tout de même question d'époques différentes, de technologies avancées et de robots qui parlent. Ce court cycle, pour l'instant, raconte l'histoire d'une personne non binaire, Fraudex, qui décide de devenir moine du thé. C'est une mission qui consiste à aller de ville en ville pour préparer des boissons sur mesure à des gens qui ont besoin d'un moment de réconfort. Donc c'est souvent du thé, des tisanes, des infusions, sauf qu'à un moment, elle choisit d'emprunter un autre chemin et va rencontrer Omphale, un robot qui s'est fixé pour mission de comprendre ce dont les humains ont besoin. C'est sensible, drôle, touchant, c'est un roman d'apprentissage conté avec beaucoup de justesse et d'humour dans un univers très cohérent, dévoilé par petites touches. Tout cela se passe dans un futur moyennement proche, après que de grands événements aient eu lieu.
C'est aussi un beau cycle sur l'amitié, l'existence, la remise en question et les rapports humains, même avec un robot. Le style de Becky Chambers est subtil et nuancé, très maîtrisé comme savent le faire les Américains et les Américaines, mais sans non plus ressembler à une super production où tout est parfait ou à un de ces exercices de creative writing qu'on a tendance à voir de plus en plus. On sent la maîtrise, que ce soit de l'univers, du rythme, des personnages, des idées, mais ce qui prime, c'est cette nuance permanente qui ne quitte jamais le récit. Je ne sais pas si ça existe, mais j'appellerais ça de la soft SF. C'est utopiste sans être cucu, ça donne envie de vivre dans ce monde-là, et vu l'état du monde réel, ça fait du bien. Les thématiques. Les questions existentielles soulevées le sont avec finesse et intelligence. C'est souvent le cas dans les littératures de l'imaginaire, mais il y a ici quelque chose de très actuel et très poétique qui distille une réflexion sans l'imposer. Cet aspect, conjugué à des univers uniques et captivants, rend ces 3 livres très accessibles à des lecteurs et lectrices qui n'ont pas l'habitude de la SF ou qui pensent ne pas l'aimer pour des raisons multiples et souvent mauvaises. Les univers sont particuliers, inhabituels, mais ne s'imposent pas dans le déroulé de la lecture. Ce sont des histoires très humaines, somme toute, qu'on lit, peut-être parce qu'un roman est un miroir qui se promène sur une grande route, comme dirait Stendhal, et que la SF est de la littérature. Si j'ai lu Les Oiseaux du Temps, c'est grâce à Christophe Grossi, relation libraire indépendant de l'agence Relief. Ce qui est un relation libraire sera l'affaire d'un autre podcast ou entretien, mais fidèle de Boucalichous depuis longtemps, Christophe connaît bien mes goûts et a attiré mon attention sur ce livre. J'ai mis du temps à le lire, comme souvent, mais merci pour ce choc littéraire. La mer de la tranquillité, je l'ai repéré dans le programme de parution des éditions Rivage. Si le sujet m'a parlé, c'est parce que j'avais été bouleversée par Les Oiseaux du Temps et sa thématique. Je me suis dit, voyons, comment Emily St. John Mandel traite le sujet du voyage dans le temps, parce que j'ai beaucoup entendu parler d'elle, je ne l'ai encore jamais lu, ce sera une bonne opportunité. Et enfin, Les histoires de moines et de robots, ou plus exactement Becky Chambers, m'a été recommandée par Emily, de Stephen King France. Si elle m'a été recommandée, c'est parce que je me suis retrouvée dans une situation horrible qui était, j'ai lu mon livre beaucoup trop tôt. Ce livre, c'était La mer de la tranquillité. Je n'ai pas de livre pour le week-end. C'est à ce moment-là que Emily me recommande Becky Chambers, dont elle vient de lire la série Les Voyageurs. Un tour dans une librairie indépendante plus tard, je choisis un titre de Becky Chambers et plutôt un titre court parce que je préfère tester une autrice ou un auteur par un livre court pour découvrir son style et son univers et ensuite éventuellement enchaîner sur des livres plus longs. Vous savez tout, maintenant place à la discussion entre Emily de Stephen King France et Corée du podcast Choix-Pitre autour de ses livres, de la science-fiction et je vous mettrai tous les liens dans la description. Corée, Emily, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle les gens nous écouteront. Bonjour et bonsoir. Bonjour. Bonjour. On va donc parler un petit peu de science-fiction, de littérature même science-fiction, et également de l'association Impossible, femmes et science-fiction. On fait un petit écho, une petite réponse au podcast que j'ai enregistré en première partie, où je présentais trois grands coups de cœur SF qui me sont un peu tombés dessus. Et j'avais envie d'en parler avec vous, puisque vous êtes de ferventes lectrices des littératures de l'imaginaire, comme on dit. Oui, on aime le mauvais genre. Alors, les livres dont j'ai parlé précédemment et dont on va parler ensemble, ce sont donc Les Oiseaux du Temps, La mer de la tranquillité et Histoire de moines et de robots. Alors déjà, est-ce que ce sont des livres que vous avez lus de votre côté, aimés, parce que peut-être que pas du tout, et pourquoi, comment, sachant que, comme je le disais, j'ai découvert Becky Chambers grâce ou à cause, l'avenir me le dira, d'Emily. Du coup, je prends la parole puisque mon prénom a été prononcé. Très rapidement, j'ai lu Les Oiseaux du Temps. Est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé? Disons que j'ai aimé tout le concept SF qu'il y a dedans et de voyage dans le temps. J'ai cette grosse frustration qu'il soit pas plus développé, même si je comprends que le propos n'est pas là. Moi, ça m'a vraiment intriguée et j'avais vraiment envie de comprendre un peu plus comment ça fonctionne et pourquoi ces deux personnes, et tu vois, de vraiment rentrer un peu plus dans la technique et dans la politique, donc vraiment dans la partie peut-être un peu
hard SF parce que j'ai pas trop accroché aux échanges. J'ai trouvé les échanges épistolaires un peu trop mécaniques et disons que émotionnellement ça m'a pas trop parlé pour moi. Ça allait trop vite et ça avait un peu il y avait un côté très théâtral, très dramatique qui a fait que j'ai pas accroché. Mais alors ça c'est vraiment une question de sensibilité. Et à l'inverse, juste après, j'ai lu La mer de la tranquillité et j'ai sombré dedans à une vitesse folle. Je l'ai lu en 24 heures, alors que j'ai un travail à temps plein et que je l'ai commencé un dimanche après-midi. J'ai pris une pause déjeuner exprès pour le lire et heureusement le métro était en rade le soir, donc j'ai pris un bus qui dure plus longtemps, que j'ai pu finir dans le bus, donc j'étais contente. Qui était super parce que c'est en vrai c'est plutôt un polar sur fond de SF et qui est toute la partie de la SF qui moi m'intéresse et par laquelle je suis rentrée, mais peut-être qu'on en reparlera plus tard, plutôt de l'aspect social et des questionnements intrinsèquement humains qu'il y a dans la science-fiction. Et que c'est je pense vraiment ça qui m'intéresse dans la SF. Et pour moi c'était 100% ça. En plus c'est bien écrit, c'est une jolie plume. C'était chouette. Après, les Beckett Chambers que tu as lu, moi j'ai lu le cycle des voyageurs. J'ai pas lu ce microcycle que tu as lu toi, donc je ne saurais qu'en dire. Mais ce qui t'a plu, effectivement, c'est toi qui m'as recommandé Beckett Chambers à la suite de, pareil, mon dévoration de La mer de la tranquillité. Et toi, tu as aimé la série Les Voyageurs, alors que, mais comme tu disais, on y reviendra après, la SF avec des vaisseaux spatiaux, c'est pas forcément ce qui t'attire le plus. Non, je pourrais refaire mon historique avec la SF. Moi, pour longtemps, la SF, ça a été piou-piou dans l'espace, tu vois, et ça m'intéresse vraiment pas du tout ces univers-là. Et en fait, c'est un ami qui un jour m'a dit tiens, lis ça s'appelle Demain les chiens de Clifford Decimac, et il m'a dit c'est de la SF bucolique. Et je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire SF bucolique? Je dis oula, science-fiction, franchement, ça me tente pas trop. Et en fait, il m'a eu parce qu'il sait que j'aime les chiens, que ça s'appelle Demain les chiens, et que le principe de départ, c'est en fait la planète Terre, l'espèce qui a succédé à l'espèce humaine. Évidemment, la race humaine arrive bientôt à son apogée et à sa fin, et l'espèce qui nous succède, ce sont les chiens. Et en fait, les chiens se racontent sous forme de contes et de nouvelles. Ces histoires un peu étranges d'êtres bipèdes, grands et tout nus, qui est tout rose, qui vivaient ici avant eux. Et en fait, ils se réunissent autour du feu, et nous, on lit les histoires qui se racontent autour du feu sur en fait l'extinction de l'espèce humaine et comment les chiens sont devenus la nouvelle espèce qui prédomine sur Terre. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'on était vraiment dans le cœur de la politique, mais hyper abordable. Et je me suis dit, ok, en fait, la SF, c'est aussi ça. C'est pas que des vaisseaux, c'est pas que des... Je me dis, j'ai vraiment une très mauvaise image de la SF, et donc il peut y avoir des choses qui m'intéressent. Et j'en ai parlé à un autre ami qui m'a dit, bah tiens, Lee Beckett Chambers, c'est écrit par une femme, et en plus c'est inclusif et assez romantique et assez bucolique aussi. Donc Lee Beckett Chambers, et là ça a été le point de départ de, je pense, un vrai intérêt encore naissant autour de la science-fiction. D'accord, ouais, donc ça s'est fait effectivement par initiation et par progression. Oui, complètement. Et toi, Corée, tu me disais, tu es une grosse lectrice de mauvais genre, donc nous ne ferons pas de raccourci. Oui. Alors, contrairement à Émilie, j'aime beaucoup les piou-piou-piou. Ça facilite beaucoup de choses. Et je suis la première en lisant une bataille de SF à crier piou-piou-piou devant mon livre. Donc, t'inquiète pas, Émilie. Non, peut-être que je vais apprendre à aimer, tu vois. C'est ça, en fait. C'est aussi un apprentissage, je pense. Certaines littératures sont aussi un apprentissage. Et par contre, j'ai pas lu le premier livre que tu avais mentionné parce que j'essaie désespérément d'ouvrir mon Google Doc, mais il ne veut pas aujourd'hui, donc c'est pas grave. Par contre, j'ai bien lu beaucoup Beckett Chambers parce que j'ai lu sa trilogie Les Voyageurs, donc l'espace d'un an, que j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça très très reposant. Et c'est vrai que quand tu lis un roman de SF, c'est souvent beaucoup d'action, beaucoup de batailles, beaucoup de réflexions sur comment on va batailler. Et c'est vrai que se retrouver un an sur un vaisseau spatial et juste raconter ta vie, c'est très reposant. Donc ensuite, quand j'ai lu Un psaume pour les recyclés sauvages, c'était plutôt pas mal aussi. Et surtout, ça démontrait bien que la littérature pouvait être hyper inclusive, puisque on le rappelle dans Un psaume pour les recyclés sauvages, il y a pas de genre entre guillemets. Enfin, il y a toute une multitude de genres,
Et même dans la traduction française, ils ont fait hyper attention, ce qui fait que ça choque pas. Et c'est du coup très très instructif, parce que comment dire, quelqu'un qui a beaucoup de mal avec de la transidentité, excusez-moi, et qui se perd dans ces notions, peut très bien commencer à apprendre en lisant un psaume pour les recyclés sauvages, ce qui est plutôt pas mal. Et enfin, la mer de l'intranquillité, j'ai reçu un message d'Émilie qui m'a fait je l'ai lu, tu l'as lu? Non, mince. Alors, pour ma défense, il y a un truc, dans l'univers, il y a des personnes où je sais que quand elles ont aimé un livre, soit quand elles l'ont dans leur pile à lire, je me dis, potentiellement, c'est un signe pour moi qu'elles vont aimer. Et en fait, ce livre-là, c'est Tara qu'on avait en parlé en premier. Moi, elle me l'avait reco directement. Et toi, tu avais répondu en disant, il est dans ma pile à lire. Donc, moi, je me suis dit, oula, ça le fait remonter directement très, très haut dans ma pile à lire. Si toutes les deux, elles l'ont dans leur environnement proche. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, il faut que je sache ce qu'elle pense. Voilà. Évidemment, je venais de terminer un livre. Bon. L'un dans l'autre. Et surtout, en plus, ce qui m'intéresse, c'est que, si je me trompe pas, toi, t'es tu l'as dit, en plus, là, t'es une grande lectrice de SF, tu connais bien la SF et tous les recoins de l'univers de la SF, et du coup ça m'intéresse aussi en tant que moi, où je me dis là, La mer de la tranquillité, c'est vraiment un livre qui participe à mon apprentissage et à mon arrivée vers la science-fiction, de voir si je l'aime parce que je suis novice ou si je l'aime parce que il a vraiment quelque chose qui appartient vraiment à la science-fiction. C'est ça aussi qui m'intéressait. En pensant à toi justement, j'avais imaginé une métaphore, mais on en reparlera plus tard si tu veux, pour t'expliquer justement ces différents types de récits. Et j'en ai trouvé une parfaite, donc je vous raconterai plus tard, et qui pourra peut-être te dire pourquoi t'aimes tel type de SF ou pas. Tout simplement. Toi, Tara, est-ce que tu lis beaucoup de SF d'habitude? Eh bien, d'habitude, non. Moi, j'ai un rapport aux littératures de genre qui est un peu à la fois assez voisin et assez différent, puisque moi, j'ai toujours plus lu du fantastique horrifique et de l'heroic fantasy que de la SF à proprement parler, parce que je préférais ces univers. J'ai toujours été fascinée par tout ce qui était mythologie, puis contes gothiques, puis littérature gothique victorienne, etc. Donc nécessairement j'étais plus dans le fantastique que dans la SF, et c'est vrai que j'en avais quand même un petit peu lu, fait quelques incursions, mais je trouvais que c'était un peu vieillot, les écritures, et que j'avais vraiment du mal à rentrer dedans parce que les traductions étaient un peu obsolètes, parce que parfois les univers étaient envoyés un peu obsolètes aussi. Par contre, j'avais lu quelques grands classiques, comme, bien sûr, Le meilleur des mondes, 1984. J'avais lu un petit peu de Silverberg aussi, quelques grands titres qui m'avaient pas autant transporté que pouvaient me transporter des littératures, je veux dire gothiques, parce que j'étais vraiment à 15-16 ans, je suis tombée là-dedans et j'en suis plus trop ressortie. C'est que récemment, justement parce que j'ai vu cette nouvelle SF entre guillemets, plus inclusive, plus écrite par des femmes, plus en lien avec le temps, et qui sont avant tout de très bons romans. Là, je parle de ces trois-là, par exemple, qui sont en soi de très bons romans. Et après, donc il y a des univers très très caractéristiques, très personnels aussi, mais avant tout, ce sont des romans que j'ai trouvés absolument magnifiques, superbement construits, très bien écrits. Donc, et il se trouve que c'est de la SF plus encore que de la littérature de l'imaginaire. Mais c'est vrai que j'ai lu ce qu'il y a de drôle, c'est que Demain les chiens était dans ma liste de livres depuis des années. Tu m'en as parlé parce que bien sûr, imaginaire plus dogo, prenez mon argent. Et j'ai trouvé ça d'une poésie, d'une pertinence. Et justement, avec tout ce côté très imaginaire aussi, parce que moi, c'est vrai que les piou-piou dans l'espace, j'ai grandi avec Star Wars, donc forcément, ça fait partie de mon univers familier, même si c'est vrai que ce soit après dans mes lectures ou dans les jeux que j'ai pu faire et tout ça, j'étais plus dans l'univers médiéval fantastique. Mais là, j'ai trouvé une alliance parfaite, et forcément, il y a une brèche qui s'était ouverte et qui est en train de devenir une faille sans fond.
Là, tu vois, Corée, elle est en train de noter, elle est en train de se faire une petite liste de recollecture. Elle est prête, je suis en train de faire le dossier. Je te passerai aussi Moi, je suis le dossier. en vrai, je suis hyper preneuse de tes recollectures là-dessus. Mais non, il y a un dossier qui se prépare. Vous inquiétez pas. Yes. Oui. Il y aura beaucoup de listes. Et on pourra d'ailleurs envisager, ça c'est une chose, parce que bien sûr, là, on parle de 3 livres, mais pourquoi s'arrêter à 3 livres? On pourra partager quelques recos en description, par exemple, pour que nos auditeurs et auditrices puissent aussi sombrer dans cette phase. En plus, les 3 livres, ils sont comme complètement différents, et c'est ça qui est marrant de se dire, la narration est différente, les histoires, même si, disons que le principe est le même, c'est-à-dire, alors pour les Beckett Chambers, là, je sais pas, mais cette histoire de voyage dans le temps, c'est quand même pas abordé du tout de la même façon, pas avec les mêmes enjeux, pas avec les mêmes principes mécaniques, j'ai envie de dire, que ce soit autant dans le style que vraiment la mécanique pure scientifique de comment on voyage dans le temps. Et c'est marrant que les 3 te procurent la même émotion. Parce que pour moi, ils ont vraiment rien à voir les uns avec les autres, si ce n'est un principe de SF qui sert juste à parler de sentiments et d'émotions, en fait. Oui, je crois que c'est ça qui m'a le plus plu, c'est que l'ASF soit presque un prétexte. Oui. Après, c'est comme chez Stephen King, l'horreur est souvent un prétexte. Ouais. Après, j'adore aussi quand juste en médiéval fantastique, on peut te passer Tolkien passe 5 heures à te décrire les affluents, les cours d'eau, etc. depuis 4 générations, ou dans certains romans plus SF pur et dur, où on va te raconter la géopolitique sur des planètes où, bon, déjà dans la vraie vie, la géopolitique, j'y comprends rien, mais parce que ça m'intéresse pas en fait. Mais je vais trouver ça plus intéressant quand on va me parler de questions un petit peu politiques comme ça. Mais là, c'est vrai que le fait que la SF soit dans les 3 livres un cadre hyper cohérent, mais en même temps qui ne prennent pas le pas sur l'intrigue, voilà, c'est ce qui m'a particulièrement plu, c'est cet équilibre. Je sais pas si Corée, tu es d'accord, vu que tu es beaucoup plus calé que nous. Il y a pas de, on va pas t'expliquer comment fonctionne un vaisseau spatial. Si dans un psaume pour les recyclés sauvages, si t'enlèves la notion de robot, tu peux limite penser que tu vis dans un village, en fait, enfin, que tu vas visiter des villages. Mais si t'enlèves quelques petites touches, tu doutes absolument pas que c'est un roman de SF. Et pour la mer de la tranquillité, c'est un petit peu pareil, en fait. Si tu enlèves les notions de date, regarde juste les descriptions et les récits, si tu enlèves les notions de date, tu ne sais pas que tu voyages dans le temps. Et ça, c'est fort, j'ai trouvé, que ce soit seulement la tête de chapitre avec la date qui forme presque un arc narratif parallèle. Parce qu'en fait, et même quand je l'ai compris, moi, j'étais là genre, bah ouais, je m'en fiche en fait. Ah ok, on voyage dans le temps, mais je m'en fiche, je veux savoir ce qui s'est passé pour ces êtres humains, là, ces gens. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui fait que pour moi, ces 3 romans, enfin, je connais pas le premier, mais je pense que c'est dans la même vibe. Ça peut être vraiment une porte d'entrée pour la science-fiction. Mais ça veut pas dire que si tu lis beaucoup de science-fiction, tu vas te lasser dessus, puisque c'est des concepts qui sont universels. Justement, toi, tu es plus calé que nous en science-fiction, tu en lis plus depuis plus longtemps. Comment est-ce que déjà toi tu es tombé dedans, et comment est-ce que tu vis le fait j'ai l'impression, et on viendra après à une thématique qui nous concerne toutes les 3, mais comment est-ce qu'on est autant dans il faut être initié et on peut pas arriver et dire je veux lire tel livre, ou en tout cas c'est l'image que donnent les amateurs, particulièrement les amateurs, là je joue volontairement au masculin, les amateurs de science-fiction, qui a un processus à suivre, un protocole. Bref, pourquoi particulièrement dans ce genre? Aussi dans la fantasy, cela dit. Ah, j'étais en train de penser à la fantasy aussi, c'est marrant. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que le public, enfin les grandes majorités des auteurs en France ou même ailleurs de science-fiction, c'est des hommes blancs. C'est mignon. Et alors, ce qui est encore plus mignon, c'est que le premier auteur de science-fiction, c'est une femme, c'est Mary Shelley. Oui. Et oui. Et mais comme le genre a fonctionné, eh bien ça a été comme d'habitude, on a invisibilisé un petit peu l'autrice, et puis on a pris le genre de la science-fiction en mettant des bonnes histoires de garçons avec
Donc je te dis toujours un héros qui va sauver le monde ou sauver une planète. Tu coches la case que tu veux. Il va accomplir des trucs incroyables et tu peux caler exactement le même schéma qu'en fantasy, puisque c'est un schéma narratif qui existe depuis l'Antiquité en fait. C'est Aristote qui a inventé ce truc-là. La structure du récit qui est en 5 points, donc une situation initiale où tu racontes la vie un petit peu du héros. Il va y avoir un élément déclencheur, il va y avoir des péripéties, un point culminant, et puis on va résoudre plus ou moins les quêtes ou la bataille. Tu choisis toujours selon le genre, et à la fin il y a une conclusion. Et en science-fiction, la plupart des choses qui se passent, c'est que c'est souvent des hommes qui vont faire ces aventures, et les femmes dans les romans de SF sont vues plutôt comme des compagnes ou des esclaves ou un objet sexuel, ou enfin tout ce que tu veux. Et c'est pour ça que quand t'es une femme et que tu veux commencer à lire de la science-fiction, tu te reconnais pas. Oui. Tout simplement. Ça, c'est sûr. Et il y a un truc qui a été assez fou, et j'avais fait des recherches là-dessus juste avant de venir. Je vais vous parler d'une petite saga de 15 tomes, pas grand-chose, de 700 pages chacun. Arrête de dire grand poil. mais cette fois-ci, c'est écrit par un homme, donc c'est pour ça que c'est important. Dans les années 90, c'est la saga Honor Harrington de David Weber. C'est l'histoire d'une femme qui va devenir amiral de la flotte spatiale, puisqu'il y a eu une espèce de diaspora. Et en fait, l'éditeur de David Weber lui avait demandé d'écrire cette saga pour remettre la femme dans la science-fiction, pas une femme qui soit dominée par ses émotions comme on imagine souvent, mais une femme qui agit et qui se comporte, je mets des guillemets, vous le voyez pas, mais comme un homme. Et elle est très bien faite. Enfin, à tout hasard, lisez au moins un premier tome ou quelques extraits où je vous raconterai l'histoire, c'est pas grave. Ça sent le piège, cette affaire. Mais c'est assez amusant de voir que quand c'est un auteur masculin qui veut écrire une femme, alors il arrive très bien à ne pas mettre elle va pas passer 3 heures à se maquiller, tu vois, on est pile dans le truc bien militaire, tu vois. Ouais. Donc là tu pourrais faire piou piou piou. Et et je le fais. Et mais du coup, le défaut de cette saga, c'est que l'héroïne en devient trop parfaite, parce qu'il a tellement peur de mettre des faiblesses dans cette femme, alors que c'est un personnage comme un autre, qu'il la rend vraiment parfaite. C'est ça qui est assez fou. Mais par contre, l'action qu'a eu cette saga, c'est que c'était au moment où les États-Unis se demandaient s'ils pouvaient réintégrer les femmes dans l'armée. Au niveau des GI, par exemple. Ouais. Et ça a du coup permis à ce que les femmes se disent c'est possible qu'on puisse entrer dans l'armée. Oui, c'est presque un outil de propagande, mais carrément. Dans le bon sens, quoi. Et ça, c'est le pouvoir du récit, tu vois. Et le souci, c'est que comme ce sont des hommes blancs qui écrivent de la SF, donc souvent avec quand même un thème de colonialisme, faut pas ou de grands sauveurs par rapport à une planète ou une autre. Eh bien, on va pas se retrouver dedans parce que bizarrement, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais on n'est pas composé qu'uniquement que d'hommes blancs sur Terre. Ce qui fait que il reste les femmes et les personnes racisées, les personnes transgenres, tout ce que tu veux. Et c'est statistiquement, tu peux pas avoir que des hommes blancs qui écrivent. Non, il y a mais enfin il y a tout un schéma social derrière. Il y a tout un schéma social, et comme on te répète très régulièrement que tu ne peux pas lire de la SF parce que tu comprends c'est de la science. Enfin, tu l'as vécu très récemment avec Fondation, avec Dune, pardon. Dune. Ouais. Et ça, c'est tout ce que j'ai entendu toute ma vie, en fait. C'est, mais pourquoi tu lis de la SF? Ça a l'air hyper ardu. Non, c'est pas super ardu. Je veux dire, Fondation, tu lis comme ça, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Non, c'est pas rigolo, mais t'as compris l'idée. D'une, les premiers tomes, tu arrives. Non, mais c'est ça. Et on va dire, ouais, mais tu pourrais lire des livres pour de la fantaisie avec, par exemple, alors attends, pas de la fantaisie avec des grandes batailles et tout. Ah bah non. La fantaisie avec des histoires d'amour. Je dis, mais moi, je veux pas lire de l'amour, moi, je veux de la bataille qui tâche, tu vois.
Et donc, on va te dire ça. Et donc, si une femme ne peut pas lire de science-fiction, elle va pas en écrire spontanément. On va lui dire, Ouais. elle va écrire des livres pour enfants. Et donc, du coup, les éditeurs ne vont pas les publier non plus. C'est que très régulièrement, enfin, c'est que très récemment qu'on a retrouvé des femmes autrices de science-fiction, genre, il y a quelques années, Ursula Le Guin, parce qu'elle a commencé à écrire sa saga des Dépossédés, ce qui a donné d'autres théories de récits qui sont pas juste des hommes qui vont sauver d'autres peuples. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir l'émergence maintenant de Becky Chambers et de Rivers Solomons, je suis en train d'Emily St. John, j'ai failli la reperdre. Oui, Emily St. John Mandel, ouais. Et d'autres autrices, si tu veux. Et c'est là qu'on se rend compte que tiens, il y a d'autres récits. Alors bon, il y a des éditeurs qui sont un peu plus engagés, qui commencent à publier ce genre de récits. Et c'est là où on peut se dire, maintenant, on peut agir avec notre porte-monnaie. Oui, en fait, il y a deux aspects dans vraiment ce que tu as dit juste à la fin, c'est montrer aux femmes qu'elles peuvent écrire de la SF en permettant à des femmes qui en écrivent déjà d'être publiées. Ouais. Parce que si aussi les éditeurs et éditrices n'ont pas cet effort-là de populariser la littérature de l'imaginaire écrite par des femmes et qui sortent de toute la romantasy qu'on est en train de... Alors, je vais paraître très critique envers la romantasy, mais ça m'a beaucoup intriguée, donc j'en ai beaucoup lu. Et en fait, vu que ça marche très bien sur Bookstagram et BookTok, c'est traduit un peu à la chaîne, et donc il y a des choses qui sont pas enfin des choses où on n'a pas envie de les mettre entre les mains d'ados qui sont en train de se construire en leur disant regarde, ça c'est un schéma de couple qui est ok. Tu fais non, alors non, ça c'est pas du tout ok. Tu vas aller lire Becky Chambers, en fait tu vas arrêter de lire ça. Je veux dire, en fait, si on pouvait juste réussir à en effet mettre plus en avant des femmes autrices, même en général, tu vois, les femmes des autrices d'horreur en France, il y a un recueil de nouvelles qui s'appelle Nous parlons depuis les ténèbres, qui sont des femmes françaises qui écrivent de l'horreur. À part ces nanas-là, qui sont obligées de se mettre dans un recueil pour arriver à être publiées, j'en connais assez peu des françaises, et même des femmes qui écrivent de l'horreur en général. Mariana Enriquez, oui, Marie Shelley, elle était entre horreur et SF, mais ça fait longtemps déjà. Et voilà. Sur la romantasy, je fais justement une petite suggestion de lecture qui est pas de la romantasy directement. Ouais. Il y a un court essai de Camille Emmanuel, qui est une activiste féministe, qui a écrit un livre qui s'appelle Lettre à celle qui lit mes romances érotiques et qui devrait arrêter tout de suite. Par rapport à ce que tu disais sur la construction identitaire, les supports d'identification, puisque tu parlais aussi de supports d'identification, Corée, là, ça serait à mettre entre les mains de toutes les jeunes filles, puisque ce sont spécifiquement des jeunes filles qui lisent ça. C'est un court essai, c'est très 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 bien écrit, c'est très drôle, et ça fait peur. Moi, je rêve d'avoir une héroïne de SF qui fait un malaise vagal parce que c'est son premier jour de règle et qu'elle a pas assez de faire, quoi. Tu vois, mais je trouve, en vrai, mais même chez Becky Chambers, après parce qu'elle a assez peu d'humains et donc tout le monde n'a pas forcément des menstruations, tout le monde n'a pas des reproductions qui sont identiques, donc c'est plus facile pour elle de s'en détacher. Mais je me dis, mais les gars, les règles, en fait, on n'aurait pas nos règles, il y aurait personne sur Terre parce que c'est nos cycles et c'est ce qui nous permet d'ovuler, de faire des enfants et de faire que vous existez. Et j'en vois toujours pas, ça me rend ouf. Je me dis, du coup, je suis en train de digresser, mais je me dis, mais pourquoi les meufs, elles ont pas leurs règles alors que, c'est quand même, moi, j'ai des règles assez difficiles et je sais que c'est le cas quand même pour beaucoup de monde. Je prévois dans mon agenda de pas faire trop de sport et de pas faire trop d'écran les 2 premiers jours de ma règle, sinon je sais que c'est une semaine de PLS derrière. Donc c'est censé se retrouver dans ces récits-là, même tu vois, et il y a encore des étapes à franchir en vrai dans tout ça. Oui, je pense qu'il y a vraiment beaucoup encore à faire. Déjà, j'ai l'impression qu'on a quand même fait un énorme pas depuis quelques années, qui est de rendre plus visibles les autrices, de creuser un petit peu le passé, puisque récemment, là, j'ai lu un article sur la personne qui a co-scénarisé Star Wars. Il se trouve que c'est une femme. Alors, j'ai oublié son nom parce que je suis vraiment nulle pour retenir les noms. Et il y a quand même pas mal de maisons d'édition, alors surtout indépendantes, qui mettent à l'honneur des femmes autrices, donc oui, des autrices, ou des auteurs qui sont non blancs. Je pense notamment pour les femmes à La Volte, qui a intégré Catherine Dufour, c'est ça, dans un recueil. Je crois que Catherine Dufour publie aussi chez Nemos. Ouais.
Et je crois que c'est... Alors, est-ce que c'est Nemos ou c'est Mu qui publie Michael Rock, qui est un auteur de SF caribéen. Oui. Et il y a également La Volte. Donc, et ce sont des gros noms qui quand même sont de plus en plus visibles et sont de plus en plus mis en avant. Donc, je pense qu'il y a quand même une progression qui se fait et que ça prendra encore un petit peu de temps avant d'être plus démocratisé, hein. Mais en plus, ce qui est pire, c'est que lorsque tu as une autrice, donc un auteur féminin ou une personne racisée qui écrit, on va systématiquement l'inviter à des conférences sur la place de la femme dans la SF ou dans la fantasy. Tu remplaces toujours par le genre que tu veux, hein. Et on prend l'exemple de Kitty Stewart, dont je t'avais déjà parlé, Tara. Mais à chaque fois, on l'invite pour des conférences sur l'afrofuturisme, alors que c'est pas du tout son domaine d'écriture de base. Mais juste parce que c'est une autrice et qu'elle est noire. C'est alors, je vais sortir du point de vue littéraire, mais ça m'a frappé quand il y a un homme qui s'appelle Squeezie qui organise le GP Explorer, qui est une compétition de Formule 4, donc c'est comme des Formule 1 mais en électrique, avec des streamers et des streameuses. Et en fait, il y a une nana que j'adore, que je suis, qui est une streameuse qui s'appelle Horty, qui est vraiment cool parce qu'elle a vraiment des messages hyper féministes. Elle est cool pour ça. Elle a fait un vlog sur sa participation au GP Explorer. Et elle a passé 10 minutes sur... En fait, ça m'a saoulée parce que à chaque fois qu'on m'interviewait, on m'interviewait sous le fait de je suis une femme. Mais j'ai d'autres choses à proposer que d'être une femme. Et il y a aussi toute cette difficulté-là de dire, est-ce qu'on peut aussi exister de façon égale aux autres personnes sans donner de la visibilité, mais sans être trop mise en avant en tant que femme, parce qu'il y a cet équilibre qui est extrêmement compliqué où du coup, les hommes qui font Dune c'est pas pour les filles, ou Star Wars c'est pas pour les filles, ils vont jamais aller lire ces autrices-là, donc ils vont jamais comprendre ce que c'est la diversité, la parité, et à ce truc où quand t'es une autrice qui écrit, t'es pas seulement une femme, t'as aussi ta façon de voir les choses, ta façon d'aborder la science-fiction, le style, la littérature, tes propres influences, t'as aussi d'autres choses à dire que ça, et ça aussi c'est extrêmement agaçant. Et c'est la même chose, du coup, une autrice noire, qu'on la cantonne à ce truc de, elle est noire, donc elle va parler d'afrofuturisme. Tu dis, non, mais sinon, si elle veut proposer d'autres choses, elle peut. Écoutez-la. Ouais, non, mais c'est ça. Et c'est surtout qu'après, on va dire, oui, mais tu comprends, les autrices femmes, elles écrivent de la science-fiction qui n'est pas assez énergique, ou qui est pas, tu vois, elle est trop douce, elle est trop machin. Il y a des femmes qui écrivent de la science-fiction, crois-moi, c'est pas doux du tout, hein. Il y a beaucoup de morts. Ouais. Et puis ça veut dire aussi qu'on empêche les hommes sensibles qui veulent écrire des très belles choses, très poétiques, très sensibles, très légères, très romantiques, de le faire, parce qu'ils vont se sentir moins légitimes à le faire aussi, en fait. Ah, c'est ça. Le féminisme, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les femmes. Ça permet aux hommes qui sont pas des grosses brutes de pas être des grosses brutes. Et c'est vrai que quand tu disais, Corée, qu'il y avait des livres de SF écrits par des femmes qui étaient un peu difficiles, parce qu'on pense au côté violent, mais il y a aussi tout le côté très technique. Moi, c'est plus le côté technique qu'on m'a mis en avant pour me dire que je n'allais pas aimer. Alors peut-être parce que on savait que j'aimais les trucs violents et bourrins, vu que je lis Conan. Conan le barbare, ça fait quand même partie, bien que ce soit mal écrit, hein, là-dessus, c'est pas pour les qualités littéraires que je vante les récits de Howard. C'est vraiment pour l'imaginaire, le monde et ce côté justement très bourrin, complètement cliché, complètement manichéen. Les femmes sont toutes des princesses prostituées, hein, en gros. On va schématiser. Les hommes sont tous musculeux et s'ils sont de couleur, ils sont un peu fourbes, hein, parce que tout le monde tape sur Lovecraft, mais je crois que pas grand monde a lu Howard. Mais néanmoins, ça reste génial, donc à lire. Mais ça a plus été, alors oui, mais là, on explique des théories, et comme je sais pas faire une équation parce que ça m'ennuie, j'ai jamais mis, en fait, mes points de cerveau dans le côté équation parce que ça m'ennuie. Mais par contre, dans la vraie vie, ça m'ennuie, et je vois pas pourquoi, quand c'est rapporté à des mondes qui n'existent pas, en tout cas pour l'instant, pourquoi ça ennuierait forcément. Tu vois, c'est plus le côté scientifique qui est utilisé, je trouve, pour dérouter les femmes ou pour les orienter vers ce qu'on va appeler de la science-fiction pour femmes. Alors qu'il y a pas très longtemps, j'ai essayé de lire, là je dois dire, il m'est tombé des mains, à Chikatsa de Doris Lessing, que moi je lisais par ailleurs, j'ai lu quelques titres de Doris Lessing parce que voilà, elle m'intéresse, prix Nobel, etc.
Et je suis tombée sur un livre hyper complexe sur un plan géopolitique et j'ai pas du tout réussi à rentrer dedans. Mais c'est pas parce que c'était géopolitique, c'est parce que l'écriture, au moment où j'ai voulu prendre le livre, n'était pas ce que je cherchais et correspondait pas à ma disponibilité de cerveau. Je pense qu'on pourrait aussi rappeler qu'on n'a pas tous la même disponibilité au même moment pour tout. Ouais, moi j'ai plein de livres chez moi et il y en a, je sais que je vais avoir plutôt envie de les lire l'été, plutôt après une grosse fiction, plutôt après une petite fiction, plutôt quand je vivrai un moment difficile, j'ai besoin d'un truc léger, quand tout va bien, j'ai besoin d'un truc un peu plus deep, tout ça. Enfin, genre je passe sur l'horreur, mais Notre part de nuit de Mariana Enriquez, si vous allez pas bien, ne le lisez pas. Ça, il vous conduira au suicide. Non, vraiment, il y a des choses qui sont, en fonction des contextes, sont plus compliquées. Mais là, tu mets le doigt sur quelque chose. Je sais pas s'il y a d'autres genres littéraires qui vont avoir ce problème de la façon dont sont genrées les représentations des études en France, et je pense même à l'international. Cette histoire vraiment, cet héritage social de les mathématiques, les physiques et même la politique sont pour les hommes. Et les femmes, c'est la cuisine, encore parce que les grands chefs, c'est des grands chefs, c'est pas des grandes chefs. Hein, on voit, c'est au final, au bout du compte, les Michelin, c'est plus des hommes que des femmes. Vraiment ce truc où on n'arrive pas à vendre, à représenter les femmes dans les communautés scientifiques. Et moi, nous, ça se sent d'autant plus là dans mon travail. Une partie de mon travail, c'est la promotion des métiers et des filières de nos métiers auprès des étudiants notamment. Et en fait, je discutais la semaine dernière avec le directeur des affaires sociales chez nous, qui disait, mais en fait, nous, une de nos principales missions cette année, ça sera d'aller parler aux femmes ou aux jeunes femmes dans les lycées et dans les universités, parce que avec la réforme du bac, les maths sont devenues une option. Et en fait, on se rend compte qu'on a fait on se rend compte qu'on a fait un bond de 20 ans en arrière, parce que ces jeunes femmes-là ne choisissent plus les maths en option, parce qu'on leur a pas appris que une femme, elle pouvait faire des grandes études scientifiques. On est plutôt vers des tout petits trucs pernicieux, un peu induits dans des trucs du quotidien, dans les médias, dans la littérature, dans les séries, dans les films, que les équations un peu compliquées, c'est pour les garçons. Mais en fait, il y a une grosse chute du choix des options mathématiques chez les jeunes femmes au lycée, et il y a un vrai enjeu là-dessus d'essayer de rattraper un peu cette réforme, ce qu'elle est en train de causer en termes de genrer les filières, et notamment les filières scientifiques. Et ça, moi, je suis persuadée que ce côté de la SF, ça va être trop compliqué pour toi. Ah ouais, là, c'est de la hard SF, attention et tout. Qu'il y a un vrai enjeu comme ça de, peut-être que ça nous paraît compliqué à nous, mais parce qu'on nous a pas appris à en lire, parce qu'on nous a pas appris à nous intéresser à des principes mathématiques. Et peut-être qu'on se prend aussi ces réflexions-là parce qu'il y a quelque chose qui est acquis, comme quoi, la SF, c'est plutôt pour les garçons, et puis le reste, c'est pour les filles. Et il y a un peu la même chose avec la fantasy aussi, en vrai. Oui. Ouais. Non, mais je te dis, c'est un, je vais pas dire, je vais dire des mots forts, hein, pardon, mais c'est un endoctrinement depuis qu'on est petit, hein. C'est un enfer. C'est, même déjà quand, à l'époque, je lisais du Stephen King, on m'a dit, mais quand même, tu te rends compte, il fait peur. Que non, il fait pas si peur que ça, mais bon, voilà. Quand j'ai commencé à lire de la SF, c'est, ah non, mais tu te rends compte, les vaisseaux spatiaux, alors que t'es nul en maths, tu vas rien comprendre. Clairement, j'ai jamais eu un livre de SF où je me suis dit, je comprends rien. C'était plus avec de la littérature blanche où je me dis, mais où est-ce qu'il veut m'emmener, l'auteur? Je comprends que dalle, tu vois. Mais pas en SF. Et c'est, et c'est comme ça. Et ça a toujours été. De toute façon, moi, quand j'étais en seconde, je vais vous raconter ma vie parce que autant y aller. Allez hop, j'ai redoublé ma seconde à cause des maths. Et pourquoi? Parce que mon prof a dit, je vais pas aider cette nana en maths parce que non seulement je suis pas pédagogue, mais ça il l'a pas dit en vrai, mais c'est surtout c'est une fille, c'est pas grave, elle peut faire littéraire. Ouais, c'est dingue. Je l'ai eu avec Dune. J'ai vu les films et je me suis dit, ok, il y a un truc qui me plaît de fou là-dedans. Je veux lire les livres. Et en plus, parce que, vu que moi, je lis beaucoup de Stephen King, je sais, en fait, j'ai envie de comprendre un peu les libertés qui sont faites pour les adaptations et de me dire, ok, un gros cycle comme Dune, comment tu l'adaptes, quelle liberté tu peux prendre sans que ça trahisse, quel message tu peux zapper et tout, parce qu'il y a un projet d'adaptation de La Tour Sombre qui me fait très très peur, parce que La Tour Sombre, c'est vraiment ce que j'ai pu lire de plus beau et de plus complet, enfin, bref.
Et je me dis, ok, cycle, Dune, c'est un gros cycle. J'ai adoré les films que j'ai vus, j'ai envie d'aller voir le matériau source. Et j'ai eu beaucoup de oh là là, bon courage, c'est compliqué, il y a beaucoup d'univers, il y a machin, truc gneu, c'est long, le 1, je l'ai lu extrêmement facilement parce que en fait de toute façon il y a plein de personnages, donc il faut juste avoir une bonne mémoire des noms, sinon tout se passe sur une seule planète, donc c'est ok. Et j'ai lu, après on me dit, tu verras, le 2, je disais, mais le 2, ça sera facile, enfin, ça ira vite parce qu'il est plus court. Ah ouais, il est plus court, mais il est plus compliqué, il est plus dense. Non, en fait, les gars, c'est du dialogue déjà, moi, je comprends pas pourquoi les gens aiment autant Dune, c'est pas le sujet là, mais parce que c'est pas plus compliqué qu'un autre truc, c'est exactement le schéma que tu disais tout à l'heure de, un gars, on connaît un peu sa vie, et puis, il se trouve qu'il est l'élu, donc il va aller sauver quelque chose. Et là, en l'occurrence, l'élu, il est insupportable parce que Frank Herbert a voulu dénoncer un truc avec ce héros-là, et ça, c'est intéressant, ok, pourquoi pas. Mais en fait, il y avait aucun concept compliqué. Politiquement, c'est des enjeux qu'on retrouve absolument partout. Tu ouvres le Parisien, tu regardes TF1 à 20h, c'est les mêmes enjeux politiques, c'est les mêmes trames. Je dis, je suis une femme de 37 ans, je suis quand même capable de comprendre que là, sur cette planète-là, il y a une épice que tout le monde veut, donc du coup, ils se font la guerre, et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, je comprends pas pourquoi on m'a autant découragée à le lire. Et c'est tout, en fait, et c'est extrêmement verbeux, c'est même pas fluide comme littérature. Et au pire, on a voulu me décourager en me disant, c'est pas aussi bien que ce qu'on te dit, donc ne le lis pas. C'était peut-être ça, mais je me dis, mais Dune, ça fait partie de... Moi, il y a que des hommes en plus qui m'ont dit ça. Il y a que des hommes qui m'ont dit, attention, c'est dense. Oui, enfin, tu me prends pour une idiote ou je comprends pas en fait ce que t'es en train de me dire là. Je suis pas capable de lire Dune parce que je lis du Stephen King et que tu penses que c'est un auteur de gare ou parce que j'aime bien. En vrai, moi, j'aime bien la littérature populaire. J'aime bien aller à la Fnac, regarder ce que tout le monde, les meilleures ventes, et aller les lire et comprendre pourquoi les gens lisent ça. Et je me dis en fait. Du coup, est-ce qu'on est encore en train de faire une espèce d'élite et de snobisme de la littérature en disant, ça, c'est pour les personnes qui réfléchissent plus vite et mieux que les autres, ou pourquoi on décourage les gens comme ça, en fait? C'est fou Dune. Et moi, tout ce questionnement-là, il m'est venu j'ai un podcast avec 2 hommes où on parle beaucoup de méta, on parle beaucoup de voyage dans le temps, parce que en fait, la Tour Sombre, c'est que ça, c'est que des histoires de voyage dans le temps, de multivers et de méta. Et il y a des choses qui connectent beaucoup plus rapidement que moi. Ils ont des rêves que j'ai pas, en termes de films, en termes de livres. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi ils ont ces rêves et pas moi? Qu'est-ce qui fait dans notre parcours où on joue aux mêmes jeux vidéo quasiment, où on a les mêmes intérêts, on est le même genre de geek, on écoute la même musique. Je me dis, qu'est-ce qui fait que il y a des choses qu'ils ont et que j'ai pas? Est-ce que c'est parce que c'est 2 hommes et que je suis une nana et qu'à un moment donné, il y a un truc qui m'a coupé de ces trucs-là? Et je pense vraiment qu'il y a un vrai héritage social sur le genre qui m'a coupé de ces choses-là. Et je l'ai senti avec Dune et ça me rend ouf. Pardon, j'ai parlé trop longtemps. Mais tu vois, c'est aussi pour ça que t'as pas eu de réflexion de femme, parce que moi, quand tu m'as dit je lis Dune, j'ai dit ouais, c'est cool, parce que au moins on va pouvoir en parler. Mais jamais je me suis dit, je veux dire, je connais tes lectures aussi. Je veux dire, si j'ai compris la Tour Sombre et que t'as compris la Tour Sombre et que t'as lu Dune et j'ai lu Dune, à un moment donné, c'est qu'il y a des chocs à pic qui vont se faire, tu vois. C'est oui, il y a pas de souci. Surtout que je trouve la Tour Sombre beaucoup plus compliquée que Dune, pardon, mais les gars, arrêtez, allez lire la Tour Sombre, arrêtez avec Dune. Allez lire un peu de roman de gare. Oui, voilà. On en reparle après, clin d'œil. Mais voilà, mais c'est pareil. Quand je parle de mes romans de SF où il y a un peu de stratégie militaire, c'est ah ouais, mais quand même, je dis une bataille, c'est quoi? C'est des plans. Je veux dire, quand tu joues à un jeu de rôle, c'est pareil. T'as plein de choses qui font que. Oui, mais ça non plus, c'est pas pour les filles. Oui, non, mais le jeu de rôle, quand même, tu pousses. Non, moi, j'écris des histoires. De princesses. Encore, on peut tout à fait écrire des histoires de princesses. En fait, le genrage et le dégenrage vont au point que, oui, on peut être une fille et avoir envie d'écrire des histoires de princesses, mais on peut aussi être une fille et avoir envie d'écrire des histoires de vaisseaux spatiaux. Et pourquoi pas des princesses dans des vaisseaux spatiaux. Et c'est aussi valable pour les garçons. À quel moment on en fait autant une question
le principe. Ouais, et puis de mettre les gens dans des cases, tu vois. En fait, tu peux vouloir lire de la SF qui a une réputation très compliquée. Après, moi, je pense aussi que la littérature, c'est un peu comme la musique où tu peux te dire, il y a certaines formes de cet art-là qui demandent peut-être un parcours, un process, un apprentissage. Ça, je suis OK pour me dire ça. Mais aussi de te dire, tu peux autant aimer le plus complexe des livres que le truc le plus facile à lire, le plus vendu, et c'est OK, tu vois. Et il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Le tout, c'est le plaisir que t'en retires à la fin. Si tu veux passer d'un truc qui est mal jugé par une espèce d'élite à la con ou celui qui juge qui est comme étant indétrônable et extrêmement compliqué, c'est OK aussi. Corée, toi, ce serait quoi le livre de science-fiction alors que tu as aimé ou pas aimé? Parce qu'il y a aussi ça qu'on prend pas assez en compte. C'est, on va dire, c'est compliqué. Bah non, ça a pu sembler compliqué à quelqu'un et ça peut y avoir des affinités avec l'écriture, des affinités avec l'univers. On va dire le livre qui t'est un peu le plus tombé des mains et en SF ou en fantastique, enfin en imaginaire en général, qui t'est le plus tombé des mains parce que tu es pas rentré dedans. Je suis pas rentrée dedans. Ah oui, ça j'en ai un. Il est magique. C'est la saga La Roue du Temps. Parce qu'on m'a vendu ça comme un truc féministe, tu te rends compte, machin, ça va être d'enfer. J'ai lu le premier tome, j'ai fait, attends, il y a des nanas, elles se tirent dans les pattes tout le temps, c'est quoi le féminisme là-dedans? Vas-y, dis-moi. Je sais qu'est-ce que j'ai loupé, on m'a mal éduquée. C'en était à un point où j'avais un clicker, tu sais, un clicker pour les entrées ou pour un compte-rendu ou machin, et je cliquais à chaque fois qu'il y avait une des nanas qui se tiraient la natte ou qui jetaient la natte, tu vois. Ouais, fais-le une fois, ça, tu vas vomir pour la lecture, mais oui, c'est ça. Et je dis La Roue du Temps à un moment donné, et pourtant j'ai duré jusqu'à 9 tomes, hein, parce que je suis endurante comme nana. Mais non, il y en a 14. Hein. Et c'est juste non, enfin n'y allez pas, enfin surtout si vous voulez lire un truc féministe, à un moment donné je vous donne d'autres trucs quoi. C'est dommage parce que pour une fois, il y a eu 3 traductrices différentes. Tome 1 à 6, une femme. Tome 7 à 11, une femme. Je préjuge de leur genre avec leur nom, mais en tout cas, tome 1 à 6, c'est Arlette. Tome 7 à 11, c'est Simone, et tu dis, bah, du coup, c'est dommage. Corée, Ouais. tu avais parlé en début d'émission d'une sorte de métaphore. Alors, je ne parle pas de ta grille de lecture, ta boîte magique de l'enfer, là, ton Hellraiser que t'as entre les mains, là, le cube. La métaphore que tu voulais appliquer pour savoir si on aime ou pas un livre de science-fiction, ou savoir surtout s'il est fait pour nous, avec toute la subjectivité que ça implique. Voilà. Alors, imaginez, nous sommes toutes les trois en train de faire un petit pique-nique près d'un lac, parce que pourquoi pas, j'étais en train de réserver mes vacances, je vous cache rien. Tara se dit, tiens, je vais aller chercher à manger, parce qu'elle a faim. Ok? Donc, elle part sur la gauche, et elle va vivre une grande aventure pour aller nous chercher une petite salade, parce qu'on est des filles, on mange des salades. Moi, je me dis flemme, mais j'ai pas envie de rester, et je me balade du côté droit. Émilie, elle avait envie de rêvasser un petit peu, et elle regarde les nuages pendant ce temps-là. Tara a un petit peu galéré parce qu'elle a autant de sens d'orientation que moi, et donc ça devient toute une épopée pour trouver le primeur. Et puis après, il y a quelqu'un qui est venu essayer de l'arnaquer en disant « Mais non, prends un sandwich à la place ». Enfin, vous voyez, il y a toute une grosse aventure. Et elle revient vers l'emplacement où se trouve Émilie pour nous rapporter de la salade. Moi, je me suis baladée, j'ai discuté avec des gens. J'ai trouvé une buvette et puis il y avait du thé. Donc, comme pareil, j'aime le thé. J'ai été acheter du thé et puis je suis revenue. Et pendant ce temps-là, Émilie, elle a regardé les nuages et puis elle a trouvé qu'ils allaient tous dans une direction, que ça, qu'ils avaient différentes formes. Puis elle a commencé à imaginer un petit peu son après-midi, comment aller. Et puis voilà. Et nous voilà toutes les trois. Toutes les trois, on a passé un super pique-nique parce que déjà on a eu de la salade, du thé et l'histoire d'Émilie. Mais on a vécu chacune trois aventures totalement différentes.
Pour Tara, c'est vraiment l'aventure typique de la SF qu'on croise depuis la nuit des temps, c'est-à-dire on a vécu une vraie aventure. C'est ce que je vous disais avec Honor Harrington de David Weber. Tu vois, c'est vraiment un récit où il y a de l'action, où il se passe quelque chose et il y a des rebondissements et on est revenu et on a eu l'objet de la quête, c'est-à-dire la belle salade. Moi, j'ai plutôt vécu du Becky Chambers. Dans le sens où je suis allée me balader, c'était sympa, il y avait du thé, bon bah j'en ai acheté parce qu'on sait jamais, et puis je suis revenue et j'ai eu des discussions et voilà. Et Émilie, elle a plutôt fait un truc, alors comment je vais vous dire ça, un peu à la Rivers Solomon, donc ça c'est une autre autrice où elle est vraiment partie dans l'imaginaire, dans les abîmes, puis elle a eu une réflexion, mais il s'est pas passé grand chose. Toutes les trois. Si on se raconte tout ça, ça nous donne quoi? Ça nous donne la mer de la tranquillité d'Emily St. John. Donc, c'est-à-dire la compulsion de tous ces récits. Et toutes les trois, on peut dire qu'on a passé une super après-midi, qu'on est passé dans l'action, qu'on est passé dans la réflexion, qu'on est juste passé à se balader. Et on peut aussi aimer les trois, puisqu'on aurait aimé le récit des trois. C'est en ça que je voulais vous dire pour cette métaphore, c'est que n'allez pas dans un style, dans un genre ou dans un truc en pensant que vous aimez l'action, vous aimez la réflexion ou vous aimez la balade. Allez-y, testez. Et puis, si vous aimez chercher de la salade, bah, vous trouverez de la salade. Si vous aimez vous balader, vous vous baladerez. Et si vous imaginez des trucs chelous en regardant des nuages, et ben vous serez dans la team d'Emily. Tout simplement. Ouais, c'est super. Ouais, c'est super et je trouve que ça peut s'appliquer. Alors ça s'applique effectivement parfaitement bien avec les auteurs et autrices dont on vient de parler, mais ça peut aussi s'appliquer en fait à tous les genres. Et spécifiquement aux genres de l'imaginaire qui ont donc cette réputation d'initiation. Bah oui, en fait on peut tout aimer et c'est ça qui est fantastique dans la littérature. C'est ça. Ouais. Et arrêtez qu'on vous affirme tout le temps que le seul récit qui est valable, c'est celui de Tara, même si Tara t'as vécu une super aventure. Mais on peut lire d'autres livres avec d'autres types de récits et c'est ok que ce soit des romans, que ce soit des nouvelles, que ce soit des poèmes, que ce soit n'importe quoi en fait. Même un jeu vidéo, ça peut être une super aventure. Ouais, et je comprends la nécessité de étiquette ou classification pour avoir des repères, enfin pour vers lesquels se tourner selon nos sensibilités, mais en effet, c'est un très bon exemple parce que ça a aussi vite ses limites et c'est vite enfermant. Bah oui. Mais c'est ça, puisque dans l'ensemble, notre repas fictif était excellent. Ouais, c'était des très jolis nuages. Aucune n'a été déçue. Aucune n'a été déçue. Bah c'est une bonne. Déjà c'est une belle métaphore et puis c'est une belle manière aussi d'inviter chacun et chacune à simplement se faire confiance à ses propres goûts et à ses propres envies et même à ses non-goûts pour découvrir, et c'est ça qui est le plus important. Après tout, dans la littérature, bah, c'est de lire. Oui. Faites-vous des recos et suivez les recos de Corée en description de cet épisode. Moi, mes meilleures lectures, c'est parce que je m'estime vachement chanceuse avec ça, c'est que ces dernières années, j'ai réussi à trouver des personnes qui ont des sensibilités qui complètent bien les miennes ou qui sont assez proches des miennes et où du coup il y a des personnes quand elles vont me dire « Ah, j'ai bien aimé tel livre », c'est un peu ce que je disais au début avec vous deux notamment, je sais que ça va me parler, ou en tout cas, même si sur le papier c'est un truc qui m'aurait pas plu, ça va au moins m'intriguer suffisamment pour attiser ma curiosité et que j'ai envie de l'ouvrir. Et ça aussi c'est chouette. Ouais. Et vous avez ça sur le Discord de Podcut, vous pouvez venir parler livre, on pourra se faire des recos ensemble sur le Discord de Podcut. Oui, venez. Pour ça. On fait déjà pas mal. Oui. Et ben, je vous remercie pour cette première discussion à trois. Je pense quelque chose me dit qu'il risquerait que ce soit possible que dans un monde présent, futur, parallèle, proche, il y en ait d'autres. L'invitation est lancée. Je vous enverrai les liens des dossiers. Eh ben, merci Corée, merci Émilie. Il y aura les liens de vos podcasts respectifs et autres dans la description. Merci beaucoup Tara, merci Corée. Merci toutes les deux.